Voici Chicago, la troisième plus grande ville des États-Unis. Son réseau de transport en commun permet de circuler partout, sans voiture, son front de lac est superbe, et sa scène culinaire dépasse toujours les attentes. C'est, selon toute mesure raisonnable, une ville de classe mondiale. Et comparée à d'autres villes de classe mondiale, surtout celles des États-Unis, c'est une vraie aubaine. Parce que quand on regarde vraiment les chiffres, les prix sont étonnamment abordables. En 2026, le loyer moyen à San Francisco est de 3 750 $. New York est à 3 500, Los Angeles à 2 700, Washington DC à 2 450 et Chicago seulement à 2 000 $. Alors pourquoi est-ce le cas? Pourquoi Chicago est-elle tellement plus abordable par rapport aux autres grandes villes américaines? Eh bien, il y a énormément de raisons pour être honnête. Et pour comprendre cela, il faut remonter à 1950, lorsque Chicago était à l'apogée de sa puissance. À l'époque, Chicago était la deuxième plus grande ville du pays, juste derrière New York, avec une population de 3,6 millions d'habitants. Et il y avait deux grandes raisons à cela. La première était l'industrie manufacturière. C'était la capitale industrielle du pays. Les Union Stock Yards traitaient plus de bétail que n'importe où ailleurs sur Terre. Les aciéries avaient produit 20% de l'acier américain durant la Seconde Guerre mondiale et restaient très actives. Et l'industrie manufacturière représentait 38% de tous les emplois dans l'ensemble de la région métropolitaine. La deuxième raison était que Chicago dominait déjà le réseau ferroviaire américain, ce qui reste vrai aujourd'hui, mais l'était encore davantage à l'époque. Le fait qu'il était impossible de transporter des marchandises à travers ce pays sans passer par Chicago se traduisait essentiellement par des milliers d'emplois. Mais ensuite, deux autres événements se sont produits, simultanément et s'alimentant mutuellement, qui allaient transformer à jamais ce que Chicago allait devenir. Le premier fut l'effondrement industriel. Entre 1967 et 1982, Chicago a perdu 250 000 emplois dans le secteur manufacturier, 46% de toute sa base industrielle envolée. Les Union Stock Yards ont fermé en 1971 après un siècle d'activité. Les aciéries ont suivi, les usines ont suivi. L'utilisation des chemins de fer a diminué. Tout a commencé à s'effondrer. Entre les années 1950 et le début des années 2000, la ville a perdu environ 75% de ses emplois industriels. À mesure que ces emplois disparaissaient, les habitants partaient eux aussi. Ce n'étaient pas seulement les ouvriers qui partaient, mais aussi les familles de la classe moyenne qui quittaient la ville pour la banlieue. L'après-guerre a transformé les villes américaines de façon particulière. La loi GI a facilité l'accès à la propriété en banlieue pour les anciens combattants. La loi sur les autoroutes inter-États de 1956 a rendu les trajets de ces banlieues vers la ville rapides et faciles. Et à Chicago, comme dans la plupart des villes américaines, ce processus s'est ajouté à des décennies de redlining qui avaient systématiquement refusé aux familles afro-américaines l'accès aux quartiers de banlieue et concentré la pauvreté dans le centre urbain. Le résultat fut la fuite des Blancs, un exode massif des familles blanches de la classe moyenne de Chicago vers la banlieue du comté de Cook et au-delà. La ville est passée de 3,6 millions d'habitants en 1950 à 2,7 millions en 2026, le niveau le plus bas depuis 1920. Cela représente près d'1 million d'habitants en moins. Elle a perdu sa base fiscale, sa population et la demande de logement. La ville avait été prévue pour bien plus d'habitants. Donc aujourd'hui, il reste encore un grand parc de logements composé d'anciens immeubles, de 2, 3 ou 4 logements, bungalows et immeubles à cour intérieure, qui sont un facteur majeur de son caractère abordable, même si Chicago en démolit activement des milliers. Mais voilà le truc, la région métropolitaine de Chicago, elle, n'a pas diminué. En fait, elle a grandi, passant de 5,2 millions à 9,5 millions pendant cette même période. Toute la croissance s'est faite en banlieue, pas en ville, ce qui a maintenu les prix immobiliers urbains relativement bas grâce à cet excès d'offres. Mais bien sûr, le déclin de la population n'est pas la seule raison à cela. Il y a aussi la question de la géographie. Chicago est une ville très plate, ce qui facilite la construction. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés
évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Lac Michigan à l'est, la ville peut facilement s'étendre dans toutes les autres directions, contrairement à des villes comme Manhattan, qui est une île, ou San Francisco, qui se trouve sur une péninsule. Même si les lois de zonage de Chicago ne sont pas idéales, elles restent plus permissives que dans d'autres grandes villes, ce qui aide. Le climat en fait aussi partie. Chicago connaît des hivers extrêmement froids, avec des températures autour de moins 1 degré Celsius ou moins, accompagnées de neige. Gardez à l'esprit que je viens d'Afrique du Sud, mais que je vis en Arizona, donc j'ai facilement froid. Mais les hivers à Chicago sont quand même tristement célèbres pour leur froid. C'est une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas s'y installer. On voit à peine le soleil pendant des mois. Enfin, il y a l'emplacement réel de Chicago dans le Midwest, ce qui est autant un problème de géographie qu'un problème de perception. Depuis plusieurs décennies, la migration des Américains s'oriente dans deux directions, vers les côtes et vers la Sun Belt. New York, San Francisco, Los Angeles, Boston et Seattle d'un côté. Des villes côtières qui donnent l'impression d'être au centre de tout. Et de l'autre côté, plusieurs villes en Floride, en Arizona et dans les Carolines. Des endroits au climat chaud qui ont attiré des télétravailleurs, des retraités et tous ceux qui voulaient un coût de la vie plus bas avec plus de soleil. Chicago ne fait partie d'aucun de ces pôles d'attraction. C'est inévitablement une ville du Midwest, isolée, et il n'y a pas autant de villes à visiter à courte distance. Pour beaucoup, c'est un inconvénient dans le choix de leur lieu de vie. En parlant du problème de perception, la criminalité est un autre problème. Chicago a une réputation de violence. Al Capone, au bloc, Chirac, les gangs. C'est un problème depuis un certain temps, et le début des années 90 a été particulièrement violent, avec presque 1000 meurtres par an. Mais voilà le truc. La criminalité à Chicago est extrêmement concentrée dans des zones spécifiques, ce qui découle du fait que Chicago est la grande ville la plus ségrégée des États-Unis à cause du redlining. Pour la plupart des habitants, ce n'est pas un aspect majeur de la vie quotidienne. D'ailleurs, la criminalité violente à Chicago a diminué au fil des ans. Mais les médias dressent un tout autre tableau. Une étude de 2025 de la Public Library of Science montre que les médias surreprésentent homicides et agressions, faussant ainsi la perception publique des tendances de criminels. Et les chiffres bruts des homicides que nous avons vus au fil des années font tout simplement de meilleurs gros titres que les taux qui montrent la réalité. Parce que même si Chicago a un nombre brut d'homicides plus élevé que n'importe quelle autre ville, quand on regarde par habitant, ce qui est en fait le plus important, elle n'est qu'à la 17e place, ce qui reste mauvais, ne vous méprenez pas. Mais ce n'est pas ce que l'on croit. Chicago s'est ainsi forgé l'une des réputations les plus redoutées parmi les villes américaines. Tant que les gens pensent que Chicago est l'un des endroits les plus dangereux d'Amérique, moins de personnes la choisiront, donc les prix resteront plus bas. Ensuite, il y a aussi de nombreux facteurs économiques à cela. Chicago n'a pas une seule industrie dominante à haut salaire, comme New York avec la finance ou San Francisco avec la technologie. Son économie est en fait la plus diversifiée du pays, ce qui est un atout à bien des égards. Mais cela signifie qu'il n'y a pas de groupe concentré de personnes gagnant 6 chiffres qui font monter les prix de l'immobilier comme c'est le cas dans les centres technologiques et financiers. Bien que ce soit un moindre problème, il y a moins d'investisseurs étrangers achetant des biens immobiliers là-bas que dans des villes comme Miami, New York ou Los Angeles, comme montré ici. Je tiens cependant à réitérer ici que je ne dis pas que Chicago est une ville bon marché, surtout si on la compare à d'autres villes du Midwest où c'est la plus chère de la région. Mais quand on regarde l'ensemble des grandes villes américaines, comme Boston, San Francisco, Seattle, Washington DC, Chicago est clairement plus abordable et beaucoup moins cher que les deux seules villes plus grandes du pays, New York et Los Angeles. Et en 2020, ce qui commence à dater maintenant, elle a été classée comme la seule grande ville mondiale sous-évaluée dans l'indice UBS, Global Real Estate Bubble Index. Je dois quand même préciser qu'une partie de cela s'explique par les coûts cachés à Chicago, que les personnes vivant en dehors de la ville ignorent. L'Illinois a le taux d'imposition foncière résidentielle le plus élevé du pays, et le comté de Cook en est l'épicentre. Même si je ne peux pas vous donner un taux exact, car cela dépend de nombreux facteurs, du quartier où vous vivez au type de propriété, il se situe généralement entre 1,8 et 2%, ce qui signifie qu'une maison de 400 000 $ peut vous faire payer 8 000 $ de taxes chaque année.
et ça ne cesse d'augmenter. Depuis 2007, les taxes foncières du comté de Cook ont augmenté de 78%, tandis que la valeur moyenne des maisons en banlieue n'a cru que de 7,3%. Et en novembre 2025, la facture médiane de taxes foncières résidentielles à Chicago a bondi de 16,7%, la plus forte augmentation en pourcentage depuis plus de 30 ans. Maintenant, la raison pour laquelle je dis cela, c'est que même si les maisons sont bon marché, c'est parce que les vendeurs tiennent compte de ces frais. Donc oui, vous pouvez l'obtenir à un prix beaucoup plus bas qu'ailleurs. Mais vous devez payer ces taxes foncières folles à vie qui ne cessent d'augmenter, ce qui fausse le vrai prix. Qu'est-ce qui cause cette forte hausse ? Eh bien, cela est principalement dû au système de retraite gravement sous-financé de l'Illinois, qui est le pire de tout le pays, avec des engagements non financés équivalent à environ 20% du PIB de l'État. Chicago abrite 7 des 10 caisses de retraite municipales les moins financées, provoquant une crise qui absorbe près de 40% du budget de fonctionnement de la ville. Pour donner un contexte, New York consacre 17% à cela, et Los Angeles 11%. Et c'est directement lié au prix de l'immobilier, puisque toute cette dette doit être remboursée d'une manière ou d'une autre. Et dans l'Illinois, environ 80% ou plus de la taxe foncière sert à financer le système de retraite. C'est pour cela qu'elles sont aussi élevées. Si vous êtes promoteur ou acheteur à long terme, ces incertitudes gardent les prix plus bas qu'ils ne le seraient autrement. Maintenant, tout ce dont j'ai parlé explique pourquoi Chicago est si abordable pour une grande ville américaine. Mais ce n'est pas ça qui est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est ce que vous obtenez en retour. L'infrastructure d'une ville de classe mondiale a un prix fortement réduit. Il y a une architecture qui définit le paysage urbain américain. Après tout, Chicago a littéralement inventé le gratte-ciel. Une scène culinaire diversifiée, la Magnificent Mile, des musées de classe mondiale, un front de lac de 18 miles, des sports professionnels dans toutes les grandes ligues. C'est une ville où l'on peut vraiment se déplacer à pied, dense et urbaine, contrairement à la plupart des villes américaines. Bien sûr, je dois aussi mentionner la Chicago Transit Authority, qui exploite le système de métro aérien L et les services de bus CTA. En 2025, elle a dépassé Los Angeles, devenant la deuxième plus grande agence de transport en commun des États-Unis avec 338 millions de trajets. Le métro aérien de Chicago est le troisième réseau de transport en commun le plus fréquenté des États-Unis et le quatrième plus long avec 103 miles de voies. Il compte 8 lignes et 146 stations. Il offre un service 24 heures sur 24 sur les lignes rouges et bleues, faisant de Chicago l'une des 3 seules villes, avec New York et Copenhague, à proposer un service ferroviaire continu. Profitez de trajets illimités sur le réseau CTA pour seulement 75 $ par mois. Beaucoup réalisent que Chicago est vraiment une bonne affaire. En 2024, la ville a en fait inversé sa baisse de population pour la première fois en près d'une décennie, ajoutant plus de 22 000 habitants, soit le 7e plus grand gain de toutes les villes américaines cette année-là. En même temps, il y a un autre signe sous-jacent, l'émigration intérieure ralentie. En 2022, Chicago a perdu 122 000 habitants au profit d'autres régions du pays. En 2025, ce nombre était tombé à 34 000. Les personnes qui ont grandi là-bas commencent à se rendre compte que c'est vraiment une bonne affaire, surtout en voyant que des villes majeures similaires deviennent de plus en plus inabordables. Que Chicago maintienne cette croissance dépendra de la gestion ou de l'aggravation de la crise budgétaire. Cela dépend aussi si les quartiers sud et ouest reçoivent de vrais investissements ou restent délaissés. Pour l'instant, la décote est réelle et la ville a un vrai caractère urbain, mais cette opportunité pourrait ne pas durer. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.